Alors, on va commencer. Merci à tous d'être présents. Donc, je suis Claire Minard. Je travaille pour l'ENSA Paris-Est où j'ai créé l'incubateur Échelle 1. Et je vous remercie d'être présents à cette table ronde Territoire de culture, culture du territoire, la fabrique des nouveaux récits. On accueille aujourd'hui 2 agences d'architecture et urbanisme et 2 acteurs du secteur culturel. Donc, je vais vous faire un petit tour de table avant de commencer sur la thématique. Donc, Marion Ravel, Marine Brunet, vous faites partie de l'agence Soplo. Vous êtes architecte et scénographe. Vous avez fait partie de l'incubateur Échelle 1 Promotion 2022 et vous avez créé ensemble Soplo, agence d'architecture et de scénographie. Vous revendiquez des projets audacieux, attentifs à leur dessin, leur public et leur environnement. Chaque projet est pour vous l'occasion d'expérimenter tant sur la création de processus de conception collaborative que par l'invention de systèmes constructifs durables. Vous qualifiez votre démarche d'exigeante et ludique, ce qui vous conduit à des propositions spatiales osées et habitées. J'ai Manon qui écarquille les yeux. À côté de Soplo, on a Marine Houdard d'Urba Studio. Marine, vous êtes architecte urbaniste, diplômée notamment de l'Université de Berkeley en Urban Design. Vous avez fait partie de la promotion Échelle 1 2023. Vous avez orienté votre pratique depuis 10 ans vers l'échelle urbaine, en France et à l'international, avant de fonder Urba Studio en 2023. L'agence s'intéresse aux problématiques urbaines dans toutes leurs échelles. Vous défendez la mise en place de processus de conception et de fabrication de la ville itératifs, qui privilégie les dialogues et les actions à mener plutôt que des solutions figées dans le temps et rapidement obsolètes. À vos côtés, Claire Cousin. Claire, vous êtes diplômée d'une licence en médiation culturelle et d'un master en conception et direction de projets culturels à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez travaillé 10 ans au Centre Pompidou, où vous avez assuré le commissariat des expositions ateliers, puis rejoint l'équipe de conseil ingénierie culturelle et formation du Centre Pompidou, où vous avez accompagné les acteurs de l'immobilier et les collectivités territoriales dans la création de nouveaux formats et lieux de transmission et la mise en œuvre de projets culturels. Initié aux méthodes d'éco-conception d'une exposition, vous avez rejoint Manifesto en 2022 en tant que directrice de production et de programmation. Merci pour votre présence à cette table ronde. Et je termine par Ivanoé Kruger de Push, donc Push qui nous accueille depuis hier pour le festival Échelle 1. Ivanoé, vous êtes commissaire d'exposition, formé à l'University of the Art London et Centrale Saint-Martin. Vous aimez trouver des passerelles entre les différents champs de l'art en passant par les sciences, la gastronomie et l'artisanat. Après avoir débuté par la réalisation de fiction et documentaires, vous rejoignez l'équipe de programmation artistique de Jean Deloisy au Palais de Tokyo entre 2011 à partir de 2011 et jusqu'à 2015. Et vous intervenez régulièrement en tant que commissaire d'exposition pour plus d'une trentaine de lieux d'exposition. Vous êtes enfin directeur artistique de Push. Et avant de vous parler du synopsis de notre table ronde, on va diffuser une vidéo qui présente un petit peu Push. Et Ivanoé, je vous laisserai la parole 3 minutes pour nous faire un petit topo sur Push. Si c'est possible de lancer la vidéo.
Donc, bonjour à tous. Félicitations à Elliot Kos Nanoville, qui est un artiste qui travaille beaucoup d'ailleurs sur les flux dans l'espace urbain et qui a fait cette vidéo, qui a fait beaucoup de nos vidéos. Donc, c'est une vidéo qui est réalisée vraiment presque en tant qu'artiste, qui permet de faire un petit tour des 280 ateliers artistes qu'on accueille ici. J'ai pu en dire quelques mots hier, mais Push, c'est avant tout, alors c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de monstration, parfois on dit. Moi j'aime bien parce qu'il y a monstre dedans. Mais c'est surtout un endroit où les artistes travaillent au quotidien et où on peut observer l'art en train de se faire. Et qui est une vraie terre d'accueil pour les artistes qui viennent d'arriver à Paris. C'est un outil formidable pour ça, parce que d'un seul coup, on met les deux doigts un petit peu dans la prise électrique, quoi. On est connecté très vite à tout un système qui peut être un petit peu hermétique. C'est surtout quand on est artiste étranger, qu'on vient d'arriver à Paris. C'est très difficile de se faire une place, de comprendre où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'on rencontre les gens. Et je trouve qu'on accélère pas mal ce processus-là pour les artistes étrangers. Donc beaucoup d'artistes ici sont des artistes qui viennent de loin, presque 40%, ce qui est énorme, hein. En France, on est plus aux alentours de 5-8% sur cette typologie de format. Et je pense qu'il fait vraiment notre particularité. Les artistes, on les accompagne aussi administrativement avec Delphine Toutain, qui vient les voir de façon hebdomadaire pour les soutenir et les accompagner dans tout ce qui est juridique, administratif. Donc ça peut être la déclaration d'impôt, quel statut avoir quand on est artiste, comment recruter son premier employé, est-ce qu'on peut avoir des stagiaires, est-ce qu'on a des congés maternité quand on est artiste. Enfin, il y a plein de questions, plein d'ateliers qui sont faits soit en français, soit en anglais. Et un atelier de production avec Claire Cousin, que vous connaissez toutes et tous, je pense, qui est juste à côté de moi, et qui vient soutenir les artistes dès qu'ils veulent changer d'échelle, par exemple. Donc, des œuvres monumentales dans l'espace public, répondre à des commandes publiques de 1%, etc. Avoir des œuvres sur lesquelles des petits-enfants puissent grimper sans trop se faire trop mal, qui résistent aux intempéries, et aussi plein d'autres accompagnements, parfois un peu plus, on va peut-être pas rentrer dans le fond de ton rôle, Claire, mais qui est essentiel et qui permet à pas mal d'artistes de changer de dimension. Les artistes qu'on accueille ici sont plutôt, ils viennent de pas mal de champs. Il y en a quand même quelques-uns qui sont passés par celui de l'architecture. On essaie de pousser au maximum, nous, les collaborations avec, que ce soit, ça peut être un chef, ça peut être un astronome, ça peut être un architecte, ça peut être un ébéniste. On se trouve dans un quartier où il y a énormément de passifs industriels, donc pas mal d'ateliers encore, pas seulement d'artistes. Mais la Seine-Saint-Denis, ce coin-là, quand même, il incarne vraiment à quel point les artistes aujourd'hui sont tournés vers ce quartier du Grand Paris pour produire, parce que dès qu'on pousse une porte de garage, dès qu'on arrive dans une grande usine qui peut compenser désaffectés, on tombe souvent sur des artistes, sur des artisans qui travaillent. Et nous, notre but ici, depuis qu'on réussit à ouvrir au public, depuis maintenant quelques semaines, mois, c'est vraiment de dévoiler aux habitants à qui on rabâche nuit et jour que, surtout en cette année olympique, que c'est le plus grand vivier de sportifs d'Europe. Nous, on leur rappelle que c'est aussi le plus grand vivier d'artistes du monde, parce qu'à côté de nous, on a plein d'autres lieux comme le nôtre, plein d'autres ateliers où les artistes parfois travaillent seuls ou à deux ou à trois. Et donc ça c'est important de bien le souligner, parce qu'on est vraiment à l'épicentre de ce rassemblement d'artistes qui est assez unique. Et voilà. Et si vous avez des questions à la fin de notre conversation, et place à la conversation. Merci beaucoup. J'en profite pour vous inviter à aller voir l'exposition qui a lieu en ce moment à Push et qui est ouverte de 14h à 19h. Qui est ouverte de 14h à 19h. Il y a des personnes des membres de l'équipe qui sont là pour vous accueillir dans l'exposition. Donc c'est dans cet espace qu'on appelle la coupole, que vous avez pu voir dans la vidéo, avec 10 mètres sous plafond en son centre, qui fait 2000 mètres carrés. Et là on accueille une exposition qui s'appelle Nord-Est, cartographie des résonances, et justement pour dévoiler à nos voisins la richesse culturelle de ce quartier, en invitant tous les artistes les plus iconiques du 93
sachant que le top 10 de l'art contemporain en France a un atelier en Seine-Saint-Denis. Alors, territoire de culture, culture du territoire, la fabrique de nouveaux récits. Tout d'abord, je remercie Soplo et Urba Studio qui sont à l'initiative de cette table ronde avant de commencer sur la thématique. Et j'enchaîne en vous lisant le synopsis qui a été élaboré par l'équipe. Les pratiques des métiers de l'architecture, urbanisme comme scénographie offrent un terrain d'expérimentation de la fabrique du projet à différentes échelles de temps et d'espace. Du faire ensemble au faire avec, des méthodologies engagées et responsables émergent aussi dans la diversification des métiers de l'architecture. En s'appuyant sur les retours d'expérience des agences Urba Studio et Soplo, ainsi que les acteurs de la culture et du territoire Manifesto et Push, cette table ronde encourage le développement de nouveaux récits aptes à accompagner les transitions écologiques et démocratiques nécessaires. En s'interrogeant sur les temporalités des projets allant de l'échelle urbaine à celle de l'objet, les intervenantes et intervenants tenteront de trouver des points de convergence pour nourrir une transdisciplinarité propice à la création de récits d'appréhension des territoires et patrimoine de ces territoires. Je commence par la première question de la table ronde. Comment, selon vous, fédérer acteurs et publics autour d'un projet pour créer du commun? Et je donne tout d'abord la parole à Urba Studio, puis à Push, si vous en êtes d'accord. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, ça marche. Merci pour l'introduction. Peut-être rappeler aussi pourquoi est-ce qu'on a souhaité organiser cette table ronde sur cette thématique. Parce qu'on est des agences qui avons peut-être un petit peu dévié finalement de la pratique architecturale, scénographie et urbanisme. Et que, à travers les différents projets sur lesquels on a pu travailler, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui était extrêmement important de finalement fédérer les différents acteurs de la ville, du territoire, autour de projets qui font du sens. Il nous semble que la question de fédérer les acteurs, de rassembler, c'est finalement une vraie nécessité. Et que pour réussir un projet aujourd'hui, il faut arriver avant tout à rassembler. Rassembler, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver des valeurs qui rassemblent, un socle commun, arriver à réunir autour d'une même table des sachants, des non-sachants, des commanditaires, des architectes au sens élargi, mais pas que, des habitants. Et pour arriver à ce que tous ces gens-là se parlent, il faut finalement créer des outils pour le dialogue. Et on se rend compte de plus en plus que la culture, c'est finalement un vrai levier pour réunir et initier un dialogue. Et dans mon expérience des projets urbains, la culture n'est pas complètement nouvelle, mais très souvent elle arrivait un petit peu à la fin des projets comme une sorte de couche de vernis. Et finalement, on se rend compte que c'est tout l'inverse, qu'en fait, il faut commencer par la culture et commencer par ces démarches un peu plus un peu nouvelles, enfin converger, en tout cas, faire converger nos disciplines dès le démarrage d'un projet, parce que c'est finalement grâce à ça qu'on va arriver à se parler entre nous, mais aussi à rassembler des acteurs d'horizons très différents. Donc voilà, c'est pour ça que cette question de rassemblement et de fédérer les acteurs autour de la culture au sens large, elle est essentielle. Peut-être pour changer de prisme, moi j'aimerais peut-être vous parler du pouvoir des artistes. Quand je dis artistes, c'est tous ceux qui ont un petit peu l'esprit libre, qui vont un petit peu farfouiller ici et là, qui ont pas froid aux yeux, et qui souvent se retrouvent à explorer des quartiers de Paris qui sont, quand je dis Paris, c'est toujours le Grand Paris, qui sont pas toujours prédisposés à accueillir d'autres secteurs. Et parfois on appelle ça gentrification, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vrai que quand ils sont quelque part, les artistes, tout de suite ils vont peut-être plus facilement que d'autres parler aux voisins, demander des coups de main, essayer de
là, par exemple, dans l'exposition que vous pourrez découvrir, ça incarne vraiment ce propos-là, parce que le but, c'était de créer des collaborations entre les voisins, donc il peut être le plus mauvais pizzaiolo de l'avenue Jean Jaurès, comme le tailleur de pierre des pierres tombales du cimetière juste à côté, avec des artistes pour concevoir des œuvres qui soient collaboratives évidemment. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière, moi je trouve ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand les artistes sont quelque part, comment ils digèrent et transforment la ville, comment ils rentrent en contact avec les gens. Et souvent, ils préparent un petit peu le terrain pour d'autres, pour rendre ces lieux plus accessibles, plus compréhensibles. Et encore une fois, je vous invite à prendre un petit peu le temps dans l'exposition là-haut, parce que c'est vraiment le sujet qu'on essaie de traiter. Mais peut-être que est-ce que ça vous suffit comme réponse, ou vous voulez que j'approfondisse ? Ça me convient très bien. Il y a peut-être des réactions. Ouais, pour rebondir, alors nous, on parle de culture, mais la culture, c'est les artistes, mais c'est aussi la culture patrimoniale, la culture au sens large, ce qui nous est un peu commun à tous. Et nous, Soplo, on travaille pas forcément avec des artistes, quoi que ça arrive, mais on travaille plutôt sur de la médiation, des expositions en tout cas, de médiation historique, sociétale, culturelle. Et du coup, dans ce genre d'exposition, il y a un vrai enjeu de médiation, parce que ce qu'on veut faire passer, c'est des histoires, c'est des contenus. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a semblé pertinent en fait dans un peu cette rencontre entre l'urbanisme et la scénographie, c'est que c'est aussi des compétences, la médiation autour du projet urbain, et comment par la culture on peut en tout cas par des moyens qui sont utilisés dans le secteur culturel, on peut les mettre au service du projet urbain pour justement atteindre le plus grand nombre et pouvoir diffuser largement. Je vais essayer d'appuyer le propos de Marine avec un exemple. Donc, on travaille actuellement sur le site de Rocamadour. Donc, Rocamadour, c'est un site très très touristique, vraiment très très touristique, qui s'est vidé complètement de ses habitants, qui est maintenant un lieu pour touristes. Mais il y a quand même des gens qui habitent là, donc qui n'habitent plus dans le centre-bourg, mais qui habitent tout autour, donc et qui sont très très attachés à leur village. Et nous, en fait, on vient là et on vient raconter ce territoire, et on vient utiliser en fait la parole des habitants. On l'a récoltée, et il y a tout un travail audio en fait qui relate de ça, et qui vont permettre aussi d'initier un nouveau tourisme et de faire comprendre aux gens qui viennent d'ici que ils viennent pas à Disneyland. Donc la médiation auprès des publics, c'est aussi raconter autrement les territoires, et ça permet de mieux le comprendre, que les gens puissent mieux se l'approprier et puissent le vivre mieux ensemble. Voilà. Du coup, je me permets de compléter pour qu'il y ait un tour d'horizon global. Comme vous l'avez compris, moi, je travaille côté Manifesto, donc j'ai un rôle encore un peu différent de celui d'Ivanoé. Manifesto, c'est une société qui accompagne des tiers à la réalisation de projets culturels. Donc, nous, on accompagne des collectivités, notamment territoriales, dans différents types d'environnements, notamment ruraux, urbains, et notre spécialité est plutôt d'intervenir dans des lieux qui ne sont pas initialement dédiés à la culture. On croit et on défend beaucoup au fait que les artistes participent à la fabrication notamment de la ville. Et je voulais revenir sur le fait que la culture était un outil, mais aussi et surtout un levier. Et parfois, ça a été utilisé comme étant un outil, comme tu le disais, un vernis un peu de dernière minute, ou une obligation, notamment dans le cadre des 1% artistiques, dans le cadre des constructions. Et c'est quelque chose qui est en train de changer, sur lequel on propose aux artistes qui sont aussi citoyens des territoires, qui travaillent à la transformation de ces territoires par leur regard, leurs actions, et qui le pensent, l'expérimentent également. Comment on peut leur proposer de participer à différentes étapes du projet, que ce soit dans les projets de médiation,
dans les projets de préfiguration, comment on garde une trace aussi dans le cadre de ces transformations territoriales et urbaines. Donc voilà, je voulais juste rappeler aussi que l'approche un peu large que nous on en fait de la culture, qui peut après prendre des formes et des formats très différents. Donc on parle d'interaction, de médiation culturelle. Vous évoquiez aussi, Ivanoé, je crois tout à l'heure, la gentrification, en tout cas l'image de gentrification que pouvait susciter l'installation d'artistes dans un territoire. Vous parliez des liens qui se créent entre individus locaux et importés. Finalement, cette arrivée d'artistes sur un territoire, c'est aussi, je pense, un imaginaire associé à ce lieu qui se transforme. Et ça m'amène du coup à la question suivante, qui est comment est-ce que vous pensez qu'on peut accompagner les transitions sociétales et écologiques également, notamment par des actions culturelles et architecturales. Et je crois que Soplo voulait prendre la parole, si c'est toujours d'actualité, sinon quelqu'un... Marine. Oui. Alors, honnêtement, par rapport à les changements qu'implique l'implantation des artistes, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément de choses à dire là-dessus, non. C'est pas facile. Alors, on peut déplacer le propos aussi. Non, en fait, pour revenir à la question initiale du début sur, comme disait Marine, en fait, la rencontre entre Soplo et Urba Studio, ça nous a amené à demander qu'est-ce qui était un peu spécifique dans nos pratiques. Et c'est vrai que le fait de pratiquer un peu l'architecture, mais on va dire dans sa diversité et dans ses nouveaux métiers, ça nous implique aussi de repenser un peu, en tout cas d'interroger nos méthodes de travail. Et c'est un peu en pratiquant ces métiers de l'architecture, on est un peu obligé de re-questionner un peu la façon dont on fait le projet qu'on nous apprend à l'école, parce qu'on est confronté à des contextes de projet qui sont un peu différents, avec des acteurs qui sont un peu différents, et c'est pour ça. Je suis en train de m'enterrer là. Et sur vos projets de scénographie, comment est-ce que vous travaillez en interaction avec quels acteurs Alors, par exemple, nous, quand on entendait les nouveaux récits, il y a effectivement le nouveau récit qui s'induit par une action culturelle dans un lieu, comme on a dit par exemple quand Push vient intervenir avec des artistes sur un territoire, et qui va aller voir le carrossier d'à côté et tout ça, il va essayer d'écrire une nouvelle histoire par une exposition qu'il va mettre en œuvre et dont les habitants vont pouvoir s'approprier et du coup créer un nouvel imaginaire commun. Et ensuite, il y a le nouveau récit qui appartient aussi à nos pratiques, donc celles nous on écrit le récit de nos pratiques aujourd'hui, donc c'est ce récit-là aussi qui nous semblait intéressant. Et en fait, quand on se décale un petit peu de la pratique de maîtrise d'œuvre en architecture, qu'on a effectivement, comme disait Marine, des interlocuteurs qui sont différents, qui sont pas des maîtrises d'œuvre qu'on pourrait avoir dans un projet d'architecture tel qu'on l'entend, ça nous pousse à réinterroger nos méthodes de travail. Et donc, nos méthodes de travail, elles nous poussent à s'interroger à la fois sur la façon dont on va travailler, dont on va devoir, par nécessité, réunir des acteurs ensemble et essayer de faire commun, parce que dans un projet urbain, c'est indispensable, sinon ça tiendra pas dans la durée. Et puis, il y a aussi, face aux enjeux sociétaux, environnementaux, auxquels on est confronté, nous, en scénographie, on essaye, en tous les cas, d'avoir des réponses qui induisent des esthétiques un petit peu nouvelles, auxquelles les maîtrises d'ouvrage sont pas toujours prêtes. En tous les cas, en scénographie, on doit travailler. Donc là, on va être plus dans une idée, ça a été évoqué juste avant par l'agence Golem, dans une idée presque plus design, une pratique, une méthodologie plus design, où on va être dans un peu le prototypage. Des fois, on fait des expos, c'est prototypal. On sait pas. Mais c'est des outils qui nous aident et qui vont petit à petit créer un nouveau langage en fait plastique
et qui vont rentrer. Mais c'est par la nécessité, en fait. Voilà, c'est ça qu'on voulait raconter. Je sais pas si c'était plus clair. Ça me faisait penser. Je rembobine un tout petit peu, mais ça m'avait donné envie de réagir parce que, encore une fois, ça nous permet de recontextualiser à l'échelle de ce lieu qui nous accueille là en ce moment. Mais quand on parlait de patrimoine tout à l'heure, moi il y a un truc que je trouve assez intéressant et qu'on est en train de développer en ce moment à Pouche, c'est au moment où on se réapproprie les lieux, parce que nous on est une sorte de petit Bernard l'Ermite, on passe d'une coquille vide à une autre. Souvent c'est avant que des gros travaux soient faits pour un projet d'ampleur. Et les artistes, en tout cas les gens qui vivent le lieu au quotidien, au-delà de simplement les laisser faire ce qu'ils veulent, on les a quand même pas mal laissés faire ce qu'ils veulent. On a aussi invité des historiens, des archéologues, des spécialistes à venir étudier le passé, strate par strate, de ce bâtiment. On a organisé pas mal de visites, pas mal de moments pour comprendre le fonctionnement de l'usine avant, à quoi étaient destinés les espaces, et les artistes en sont appropriés. C'était une ancienne parfumerie d'ailleurs, c'était l'ancienne plus grande parfumerie d'Île-de-France. On va d'ailleurs faire à la rentrée une exposition avec tout ce groupe de chercheurs et chercheuses sous la coupole, autour du parfum qui va s'appeler Par la fumée. Donc on sera au bord de l'immatériel, mais il y aura une dimension patrimoniale très importante. Et ce qui est intéressant, c'est comment chaque artiste, à l'échelle de son atelier, devient une sorte d'archéologue qui vient farfouiller, essayer de raconter des histoires, parfois les inventer, parfois les ressasser en contact justement avec ces historiens. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la façon, en tout cas, en faisant ce travail-là, comment les artistes aussi réinventent le lieu dans lequel ils sont et parfois préfigurent des fonctions au bâtiment qui n'étaient pas du tout prévues. Et souvent, quand on reste longtemps quelque part comme ça, même nous, c'est malheureusement difficilement plus de 18 mois, 24 mois. Donc c'est des travaux considérables. Un déménagement, c'est 250 camions, donc c'est quand même très costaud. C'est un petit peu comme Fury Road, la Mad Max. Quand on a fait Clichy Aubervilliers, on avait presque envie de mettre quelques artistes avec des guitares électriques sur les toits des camions. Non, mais en tout cas, moi je trouve ça super intéressant pour les projets archives, parce que là, il y a des archives qui viennent réfléchir aux projets futurs ici. Et ils n'avaient pas du tout imaginé, alors, parce qu'ils ont fait le travail de loin, pour l'instant c'est que des esquisses, donc c'est encore un peu grossier. Mais les artistes, par le fait de vivre au quotidien une coquille vide, dénaturée de sa fonction, ont réinventé plein de fonctions, par exemple même ce lieu, qui est maintenant un peu une sorte de lieu de passage, d'entrée, avait pas du tout cette fonction-là avant, qui est aussi bien sûr le lieu où on se réunit tous, qui est notre foyer. Il y a eu la même chose à Saint-Vincent-Paul, au Grand Voisin, avec la chaufferie, c'est un exemple assez connu, qui était la chaufferie de l'hôpital, qui est devenue le cœur battant, et dans le projet actuel a été complètement inclus de cette façon-là. Donc nous, on espère en tout cas que, à notre petite échelle, sur cette microstrate archéologique, les artistes, ou en tout cas les occupants de ce bâtiment, pour arrêter de dire les artistes tout le temps, par leur métier qui les pousse en plus à construire plein de choses, à casser des murs, à devoir produire assez physiquement et directement des objets, viennent réinventer un petit peu les fonctions du bâtiment et infuser sur le projet architectural futur. Et ça, c'est assez joli à voir, parce que quand ils discutent, c'est passionnant de voir les projets évoluer simplement par le fait d'habiter les lieux. Est-ce qu'il y a une réaction sur ce que vient de dire Ivanoé ou ce qui est des propos de Soplo précédemment? Marine, pour Urba Studio. Ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a un peu cette... pour moi qui suis architecte de formation, mais qui suis devenu un peu aussi urbaniste et qui fait ça depuis 10 ans, c'est qu'il y a cette notion de révélation d'un territoire. On le voit très bien ici, c'est finalement d'ouvrir cette ancienne parfumerie à des artistes, et du coup en faire un lieu culturel. Ça permet de révéler cette histoire-là, et les artistes eux-mêmes s'en imprègnent pour
pour leurs œuvres d'art. Enfin, ça devient même un sujet d'exposition. C'est comment est-ce qu'on arrive à raconter l'histoire de ce lieu. Et je pense que c'est aussi ce qui est intéressant dans la scénographie, c'est comment est-ce qu'on arrive tout d'un coup, avec des actions qui sont parfois temporaires, mais parfois aussi pérennes, à raconter l'histoire d'un lieu de manière très très différente, et à embarquer du coup toute une population et les habitants d'un territoire dans finalement un nouveau récit. Il y a, je pense, beaucoup de gens qui habitent des territoires dont ils n'ont pas forcément conscience des richesses qui existent, et en fait la culture et la scénographie et l'art au sens large a ce pouvoir-là de finalement révéler des lieux, une histoire, et pour les projets urbains, je pense que c'est un vrai socle qui est extrêmement important. On parle beaucoup quand on fait des diagnostics, on nous demande de faire des diagnostics très classiques, paysagers, urbains, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les diagnostics d'usage, c'est la mémoire des lieux, c'est comment est-ce qu'on arrive à finalement révéler des ressources qui sont complètement immatérielles. Et je crois que c'est vraiment le pouvoir aussi de la culture et la nécessité d'avoir ces démarches-là très en amont, parce que c'est ça aujourd'hui qui crée le lien et qui favorise le dialogue. Et c'est tout l'intérêt, je pense, d'avoir nos pratiques qui convergent. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui, bien sûr. Ça fonctionne, ouais. Si je peux réagir sur la question initiale qui était sur comment on accompagne notamment les enjeux sociétaux et la transformation de la société, donc il y a notamment les enjeux environnementaux. Nous, de notre côté Manifesto, donc on intervient en étant en amont des projets, en ingénierie culturelle, et ensuite sur la partie production. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup être d'un côté en AMO et donc pouvoir travailler sur la rédaction de cahiers des charges pour pouvoir avoir des commandes qui évoluent avec le temps, avoir des cahiers des charges qui évoluent notamment sur les enjeux environnementaux. Et ensuite sur la partie de production et de programmation, nous avec Ivanoé, on pousse aussi des artistes, des créateurs qui sont des jeunes créateurs qui ont un discours sur le territoire aussi un peu nouveau, que ce soit aussi l'occasion de proposer des femmes dans l'espace public. Donc sur les enjeux de société, l'art notamment pérenne a un impact très important et en tant que programmateur, on a une responsabilité de transformer la ville à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que tu pourras en parler. Ça fait écho avec le projet de Thomas Hirschhorn là-haut. Mais nous, pour nous, c'est une responsabilité qui est hyper importante du type d'artiste que l'on programme et que l'on défend lorsqu'on est programmateur. Et sur la partie production, l'idée c'est de pouvoir accompagner avec le peu d'outils dont on dispose à l'heure actuelle sur les enjeux environnementaux, sur la production d'œuvres d'art, mais qu'on puisse mettre en œuvre de mieux en mieux, notamment avec des méthodologies, je pense qu'on partage côté archi, scéno, production d'œuvres d'art qui sont communes. Voilà. Oui, donc vous avez parlé d'éphémère, de pérennité. Ma question, c'est comment est-ce que on peut s'assurer que les traces qui sont laissées à court terme contribuent à la construction d'un récit collectif? Est-ce que c'est par une méthodologie, ce que vous venez d'évoquer? Et dans ce cas, quel type de méthodologie? Est-ce que c'est un positionnement, un discours vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage? Comment est-ce que vous envisagez comment pensez-vous qu'on puisse contribuer à favoriser la pérennité de ces choses fugaces, mais très riches pour les territoires? Comment les installer dans le long terme? Alors du coup, si je peux continuer sur ce sujet, sur la question de la transformation et de la pérennité, de comment on garde une trace, nous on travaille, comme je vous le disais, à différents niveaux d'un projet, de la préfiguration jusqu'à la livraison.
Parfois, on intervient sur une seule des étapes. La question de l'archivage, de la trace, c'est quelque chose qui, pour nous, est essentiel. La question de la médiation est essentielle. Au-delà de la concertation, c'est la médiation, c'est-à-dire comment on implique aussi par la pratique, par la connaissance du territoire, par la parole des publics au sens large du terme, dans la production artistique et architecturale. Nous, on travaille aussi en collaboration directe avec les maîtres d'œuvre. On n'est pas décorrélé, on n'est pas un morceau de la chaîne qui arrive en fin de projet. On travaille sur soit dans le cadre de rénovation, soit dans le cadre de construction, sur les enjeux architecturaux, techniques, urbanistiques en lien avec les usages. Donc il y a vraiment cet enjeu de documentation et pour permettre de garder la trace. J'insiste sur la partie médiation et tout à l'heure vous en avez parlé, mais je pense que c'est quelque chose qu'on défend tous ici. C'est un enjeu essentiel qui est pas forcément considéré à sa bonne ampleur. La médiation, c'est quelque chose qui est très important et qui n'est pas juste un one shot avec un atelier ou avec une conférence qui serait sur du court terme. L'idée, c'est de travailler avec les différents publics pour pouvoir aussi travailler à différentes strates de la société, notamment avec le jeune public qui peut être aussi porteur d'un discours sur le long terme, et notamment avec les collectivités en lien avec les publics scolaires. Ce qu'on fait aussi à Pouche, pour nous, c'est essentiel de travailler à différents niveaux avec ces publics. Je ne sais pas si tu veux compléter sur les publics scolaires, notamment ce que vous mettez en place. Là, en plus, j'aperçois tout au fond qui travaille dans la librairie Inès Massoni, qui s'occupe en particulier de créer ce lien avec les écoles, en faisant venir des lycées, des collèges. On parlait de médiation, de transmission orale, c'est le grand truc en plus en ce moment, la transmission orale, c'est que quand c'est des instants fugaces, maintenant on peut les enregistrer, on peut les capter, on a plein de façons de le capturer. Là, nous on compte aussi, quand on rencontre ces très jeunes regardeuses, c'est peut-être ces futurs artistes, on a envie de leur... on les charge de cette mission de venir raconter ce lieu, quoi. On leur raconte l'histoire, on leur demande ce qu'ils en pensent et souvent on essaie de les faire interagir directement avec l'artiste, donc déjà de réaliser que être artiste c'est un métier, que souvent en plus quand on est au collège, au lycée, qu'on a grandi à Aubervilliers, on va peut-être voir une fois ou deux le Louvre, Pompidou je pense pas, mais on voit la Joconde de loin. C'est l'exemple le plus grossier, mais ça leur permet de bien connecter les choses et faire ce lien entre eux, future personne qui fait quelque chose dans la vie, et Léonard de Vinci qui n'est presque plus une personne, qui est plus une sorte de signature très ancienne. Simplement que leur dérouler un petit peu le fil de l'histoire pour leur dire que ça c'est des gens qui ont galéré, qui étaient qui avaient plutôt des problèmes dans leur société à l'époque, qui n'étaient pas du tout reconnus pour ce qu'ils faisaient, qui ont dû se battre pour leurs idées. Ensuite rembobiner un petit peu, leur parler. Je dis cet exemple parce que c'est une bonne idée, c'est une bonne façon de parler de transmission, parce que entre tous ces artistes-là jusqu'à aujourd'hui, il y a eu cette transmission et charger ces très jeunes enfants de venir raconter des histoires en tant qu'artiste ou autrement dans le futur. Je trouve ça super excitant et en général ils le prennent un peu à bras le corps. Et quand on voit des enfants qui réalisent d'un seul coup que en fait être artiste c'est pas seulement aller faire de la peinture pour rigoler, c'est aussi un choix de vie, une direction acharnée pendant des années, un message très fort qu'on veut faire passer, et ça peut être, c'est aussi une vraie carrière. Il y a plein de façons d'accompagner ces enfants, ces jeunes adultes, que ce soit des bourses, des écoles, et en plus de ça, un monde de l'art qui a vraiment besoin de se renouveler, qui a soif d'horizons différents, ou de gens qui ont peut-être une vision moins formatée monde de l'art. Donc c'est vrai que quand ces enfants viennent ici,
c'est un peu eux les médiateurs aussi, ou les futurs médiateurs, c'est qu'on les charge de cette mission, de venir raconter le lieu, et peut-être, pourquoi pas, de venir raconter des histoires en fabriquant des œuvres plus tard, et pourquoi pas le montrer dans un musée, pourquoi pas dans quelques centaines d'années, d'autres petits-enfants iront les voir au Louvre. Voilà. Peut-être dérailler un petit peu. Des réactions avant qu'on passe aux questions-réponses ? Non, je voulais juste revenir un petit peu à ce que disait Marine en amont et qui fait aussi un lien un peu avec tout ce qu'on a dit sur le fait que ce soit une richesse, qu'il y ait des artistes qui interviennent en amont des projets au moment de ce qu'on pourrait appeler nous une phase de programmation. Ça permet, c'est ce qu'on disait aussi, de faire intervenir de nouveaux acteurs et de créer des nouveaux processus pour un peu bouleverser ou en tout cas faire un pas de côté sur la façon dont on fait les projets normalement. Et c'est vrai que, normalement, on va dire en suivant le processus habituel, un peu standard. Et du coup, c'est vrai que nous, on aime bien aussi intervenir sur ces phases-là parce qu'on fait aussi un peu de programmation architecturale sur des projets un peu de centres culturels. Et dans ces processus-là, on aime bien aussi proposer aux maîtrises d'ouvrage dans les méthodologies de projet, donc ça réinterroge aussi un peu les méthodologies de projet, proposer des ateliers où on fait intervenir des publics différents, des habitants, etc., pour faire un peu des ateliers d'intelligence collective où on vient pas en tant qu'expert faire des diagnostics, mais on vient aussi recueillir la parole d'autres personnes qui ont sûrement un avis sur l'architecture, sur leur patrimoine, et du coup enrichir notre pratique aussi d'avis un peu non sachants. Pour compléter ou en tout cas revenir sur la notion de trace, c'est des sujets qui sont extrêmement importants. Je pense que là, c'est aussi la grande différence qu'on a dans nos pratiques entre scénographie et urbanisme, c'est la temporalité, ça n'a rien à voir. Là où dans la scénographie, c'est des temps qui sont très courts, l'urbanisme, c'est des temps qui sont atrocement longs. Et arriver à fédérer des acteurs, un public, à embarquer tout un certain nombre de gens sur le temps long, c'est extrêmement complexe. Et du coup, il y a aussi beaucoup ce qu'on essaye de faire beaucoup à l'agence, c'est d'essayer d'apporter une vision. Enfin, je parlais un peu de ce socle commun, d'embarquer tout un certain nombre d'acteurs autour d'une trajectoire, mais aussi proposer des actions très concrètes à court terme qui permettent justement d'embarquer ces publics. Et des actions, quand je dis à court terme, c'est même c'est aussi des nécessités politiques. C'est comment est-ce qu'un maire, dans le temps de son mandat, arrive à tout d'un coup s'approprier un sujet et voilà. Donc comment est-ce qu'en moins de 5 ans, c'est déjà très long, mais comment est-ce qu'en la première année d'un projet, on arrive à préfigurer dans l'espace public tout de suite des opérations, des usages. Ça semble c'est hyper important, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous à cette table-là, c'est qu'il y a une nécessité d'élargir nos compétences et de se parler. On a, je pense, des formations qui sont on est vraiment entre architectes et en fait, il y a une vraie nécessité à être beaucoup plus ouvert à d'autres disciplines. Et voilà, c'était pour conclure, parce que quand on a un peu discuté, et c'était un peu là où on voulait en venir quand on a discuté ensemble, Marine et moi, c'était un peu cette idée qu'on s'était dit, mais toi tu fais de l'urbanisme, mais nous on fait de la scénographie, mais il n'y a aucun point de rencontre. Mais en fait, je pense qu'il est là le point de rencontre, c'est-à-dire que la scénographie la culture peut justement alimenter l'urbanisme et rythmer ces projets très très longs et venir laisser trace dans ces projets et créer ce nouveau récit. Voilà, c'était un peu là où on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui. Alors, on va vous apporter le micro pour que votre question puisse être entendue. Merci. Bonjour. Push, vous commencez à avoir un peu de recul dessus. Ça fait combien de temps que Push existe ? Il y a 2 lieux, c'est ça ? Ça fait... Excusez-moi. Que Push, ça fait. Alors ici, on a emménagé il y a 2 ans. Mais ça fait 4 ans maintenant que Push existe, donc ça reste très jeune, surtout qu'on a eu 6 mois de déménagement, emménagement qui était très lourd, notamment pour pas mal d'artistes qui ont dû quand même stopper leur production, et pour eux c'est crucial que ça ne s'arrête jamais.
Et avant ça, on a fait un lieu qui s'appelle l'Orfèvrerie, qui était à Saint-Denis. On accueillait une centaine d'artistes, dont moi je sortais à l'instant du Palais de Tokyo, enfin fraîchement du Palais de Tokyo. Et c'est vrai que j'ai pu embarquer des artistes vraiment de renom comme Nel Beloufa, Jean-Marie Apriou, David Doigt, Laetitia Bade-Haussmann, etc., qui sont venus tout de suite donner une crédibilité en fait au projet. Et la mayonnaise a pris comme ça, c'est que les artistes avaient envie d'être avec eux. Donc finalement c'était plus réussir à avoir les personnes qui sont aussi, même si c'est des artistes importants, qui veulent jouer un petit peu collectif et embarquer avec eux un écosystème. Ouais, et donc merci. Et c'est un peu une préliminaire. Ma question, c'est que maintenant, donc vous avez un peu de recul sur Push. Il y a 2 lieux, il y a 3-4 ans, 3 ans et demi. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont ensemble, qui parfois il y a des ateliers où les artistes partagent. Il y a des ateliers qui sont à côté. Je sais qu'il y a des couples Push. Je sais pas s'il y a des bébés Push encore. Il y a des soirées qui se font. Il y a les contacts qui se font. Et donc, je voulais savoir si, avec ce recul que vous avez maintenant, est-ce que vous avez commencé à identifier un art Push, voire des arts Push, dans le sens où pas forcément à l'échelle d'un mouvement, mais que ce soit sur le plan esthétique ou intellectuel, quelque chose qui soit identifié. Alors il y a plein de niveaux de lecture pour le faire. Je vais essayer d'aller vite. D'un point de vue architectural, ce qui est amusant, quand on était dans une grande tour de bureau, c'était plus des limitations ou des objets qui étaient à disposition. C'est que là, on est arrivé pendant le Covid. Pas mal d'artistes n'ont pas pu nous suivre depuis leur février parce qu'on était limité par un ascenseur. Donc plein d'œuvres ont comme ça été limitées en taille. On s'est retrouvé plutôt vers une sorte de préciosité. On a perdu pas mal d'artistes importants qui pouvaient pas du tout travailler dans un IGH. Mais ce qui était amusant, c'était de voir quand les foires ont réouvert, quand les expositions, les centres d'art ont réouvert, c'était de voir un peu partout dans une œuvre, un petit morceau de faux plafond de Push, une petite grille d'aération qui a été arrachée à un des étages. Mais ça, c'est pas, je réponds pas exactement à la question. Là, c'est plus l'influence du bâtiment, de son vécu sur le travail des artistes. Il y a quand même 250 artistes qui ont, enfin un peu plus, qui ont des pratiques extrêmement diverses, des âges très différents, qui viennent de pays différents, parfois qui viennent d'arriver. Moi, je trouve c'est plus un outil d'observation. Il n'y a pas d'art Push, mais c'est un poste d'observation, un outil pour observer l'art en train de se faire et voir plein de petits courants naître, disparaître. Parfois, certains qui prennent un petit peu plus. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais après, c'est tellement... je pense pas qu'il y ait une ADN avec ce nombre d'artistes et surtout le nombre d'origines. Peut-être l'ADN, c'est justement les collaborations entre artistes, qui sont assez rares finalement. Les travails à 4 mains, c'est peut-être ça l'ADN. C'est les artistes qui sont pas tout seuls dans leur coin. Et c'est compliqué parce que quand on est artiste, le but c'est de développer une signature. C'est le seul gagne-pain, la seule valeur ajoutée, c'est la signature. Donc aller collaborer avec d'autres, transmettre, partager. Il faut trouver plein de nouveaux systèmes pour que ça fonctionne dans le modèle d'un artiste, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non. Écoutez, je vous remercie infiniment pour l'organisation de cette table ronde, d'avoir répondu pour Manifesto et Push à l'invitation de nos agences.